Bonjour à tous. Le cours d'aujourd'hui intitulé Astronomie, Ilm al-Falak. Bien sûr, avant de commencer, il faut tout d'abord prendre une idée concernant ce qu'on appelle les objectifs enseignement-apprentissage que peut tirer depuis le curriculum d'enseignement du cycle primaire. Dans ce cycle, bien sûr, l'apprenant doit décrire le système solaire comme un groupe de planètes tournant autour du Soleil, de faire distinguer une étoile d'une planète, d'expliquer les phénomènes résultant de la rotation de la Lune autour de la Terre et leur relation avec le Soleil, ce qu'on appelle l'éclipse solaire et lunaire. Elle doit aussi découvrir et décrire les phénomènes résultant de la rotation de la Terre autour de son axe et de sa relation avec le Soleil, ce qu'on appelle alternance jour et nuit, et le changement de position de la longueur de l'ombre, c'est-à-dire à partir de la position et de la longueur de l'ombre d'un objet, on peut déterminer par exemple le temps. Aussi, découvrir et déterminer les phénomènes résultant de la rotation de la Terre autour du Soleil, ce qu'on appelle alternance des saisons, et on termine bien sûr comme objectif ou bien une extension, savoir la relativité de mouvement. En effet, selon les objectifs d'enseignement d'apprentissage décrits précédemment, nous adoptons le plan suivant. Tout d'abord, on va définir l'astronomie, l'univers, les galaxies, les planètes, les étoiles, etc. On va aussi découvrir l'alternance de nuit et du jour, aussi l'alternance des saisons, c'est-à-dire sa relation avec la rotation de la Terre autour du Soleil et aussi sa rotation autour d'elle-même. Aussi, découvrir les phénomènes d'éclipse solaire et lunaire, et on verra aussi comment déterminer le temps en se basant sur la lumière et les ombres, et aussi de calculer ce temps avec précision en utilisant les longitudes. Et comme j'avais dit, nous terminerons par la relativité de mouvement. C'est pour objectif, bien sûr, de faire convertir l'unité qu'on peut utiliser dans l'astronomie à l'unité internationale, c'est-à-dire le mètre. Alors, on va commencer par la définition de l'astronomie. Le terme astronomie vient des mots grecs astron, qui signifie astre, étoile, et le mot grec nomos signifie loin. Ça veut dire que l'astronomie est la science de l'observation des astres, comme les étoiles, les planètes, les comètes
les galaxies, etc., en cherchant tout d'abord à expliquer leur origine, leur évolution, ainsi que leur. Depuis l'Antiquité, cette science s'intéresse au suivi des positions du Soleil, c'est-à-dire les étoiles, de la Lune et des planètes pour en tirer profit dans le domaine des calendriers et de la navigation. Cette science, bien sûr, s'est désormais étendue pour inclure l'étude des distances, bien sûr, qui séparent les étoiles et les planètes, et aussi les dimensions des galaxies, etc., des systèmes solaires, aussi des étoiles, de la Voie lactée et l'étude d'autres galaxies, c'est-à-dire la science qui s'intéresse à étudier, bien sûr, comme on a déjà cité, l'évolution, l'origine et les distances qui séparent, bien sûr, les astres astronomiques. Alors, on va définir ce qu'on appelle l'univers de manière macroscopique. Elle est composée de nombreux corps célestes, c'est-à-dire céleste, c'est relative à l'astronomie. Voilà, la photo représente, comme vous voyez, des éclairages. Elle représente des galaxies, c'est-à-dire c'est une partie de l'univers. Bien sûr, dans l'univers, elle contient des milliards et des millions de galaxies. Alors, la galaxie, elle se compose des étoiles, des planètes, des météorites ou en général des météores et autres organismes. On va définir ce que l'on appelle une galaxie, qui est une structure cosmique formée par le rassemblement sous l'effet de la gravitation, c'est-à-dire d'une force gravitationnelle, d'étoiles et de leurs planètes éventuelles, aussi de gaz, de poussière interstellaire, peut-être essentiellement de matière noire et contenant souvent un trou noir supermassif en son centre, c'est-à-dire de grandes masses, ce qu'on appelle les trous noirs. Voilà, ça c'est en général la composition d'une galaxie. Alors, selon la morphologie, il y a trois grands types de galaxies. La galaxie irrégulière, comme vous voyez, la distribution des étoiles et aussi des planètes se sont de manière irrégulière. On peut citer aussi le deuxième type, c'est la galaxie spirale, comme vous voyez, il a une forme d'une spirale, comme vous voyez dans la photo. Et aussi, troisième type, c'est la galaxie elliptique, c'est-à-dire elle a une forme d'une ellipse, يعني شكل بيضاوي. Alors, notre galaxie, elle s'appelle galaxie Voie lactée, ou la galaxie avec une majuscule, c'est la galaxie dans laquelle se trouve le système solaire, compte quelques centaines de milliards d'étoiles, 10 à la puissance 11, et elle a une extension de l'ordre de 80 000 années-lumière. C'est-à-dire que son diamètre, ou bien
son extension ou bien le grand diamètre, il a cette extension de 80 000 années-lumière. On verra par la suite la conversation ou bien de convertir cette année en unité internationale, c'est-à-dire en mètres. Bien sûr, notre galaxie Voie lactée est de type spirale. Des études ont montré que la distance entre le système solaire et le centre de galaxie est environ de 27 000 années lumineuses. C'est-à-dire que notre système solaire se trouve à la frontière de la galaxie et bien sûr qui s'éloigne de cette distance de l'ordre de 27 10 à la puissance 3 années-lumière ou années lumineuses. Nous passons maintenant à la définition des planètes qui sont bien sûr des corps célestes ou bien des astres qui orbitent autour d'une étoile ou des restes d'une étoile dans l'espace. Et selon l'Union astronomique internationale, l'UEA, une planète doit remplir un ensemble de conditions ou de critères pour se distinguer des autres corps et roches en orbite dans l'espace. Notamment, il existe bien sûr 3 conditions. La première, elle doit tourner autour d'une étoile précise, comme dans notre cas pour notre système solaire, c'est le Soleil, par exemple. Aussi, avoir une gravité suffisamment forte pour atteindre son équilibre. Et aussi de retenir 2 objets et ou petites roches de son voisinage en raison de sa gravitation. Alors, selon ces 3 conditions, on peut distinguer 8 planètes pour notre système solaire. En effet, il y a 2 types de planètes, bien sûr, selon sa composition. On peut définir ou bien distinguer ce qu'on appelle les planètes rocheuses ou bien les planètes telluriques. Ce sont des planètes qui se composent essentiellement de roches et de métal. Ça veut dire que sa composition est solide. On trouve 4 types de planètes rocheuses. Bien sûr, c'est la planète Mercure, la planète Mars, la planète Vénus et notre planète Terre. Alors, ces 4 planètes, comme on a dit, elles ont une composition solide et se composent. Deuxième catégorie de planètes, ce sont les planètes géantes, gazeuses. Dans ce cas aussi, on peut dire que ces planètes se composent essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Elles sont constituées de gaz sur une certaine épaisseur en dessus, c'est-à-dire au milieu, leur matière soit liquide ou bien solide. Et bien sûr, elles ont un volume plus grand que les planètes rocheuses qu'on a citées précédemment.
on trouve dans ce cas 4 planètes, à savoir la planète Saturne, la planète Jupiter, la planète Uranus et la planète Neptune, comme nous avons dit que ce sont des planètes qui contiennent, bien sûr, sur sa surface une certaine épaisseur de gaz et bien sûr à l'intérieur on peut trouver la matière liquide ou solide. Nous passons maintenant à une autre constitution de notre galaxie, ce sont les étoiles. Bien sûr, ce sont des corps astronomiques, de géométrie sphérique, de volume énorme, brillant, plasmatique, c'est-à-dire gaz ionisé, maintenus ensemble par l'énergie gravitationnelle. Alors on parle dans ce cas de l'état physique, ou bien la quatrième état physique, c'est plasmatique. Ce sont bien sûr des gaz ionisés. Comme vous savez, il y a 3 états physiques, bien sûr, l'état solide, liquide et gazeux. Et lorsqu'on augmente la température, on arrive à l'état gazeux ionisé, ce qu'on appelle plasmatique. Alors, leur unité, ou bien l'unité de base de ces étoiles sont l'hydrogène, bien sûr, qui fusionne à l'intérieur de l'étoile pour former de l'hélium, du lithium et d'autres éléments légers comme le fer. C'est-à-dire la base réaction à l'intérieur d'une étoile, ce sont des réactions nucléaires. Comme vous voyez dans la photo, bien sûr, il y a des explosions énormes à l'intérieur d'une étoile. C'est grâce à ces explosions, il produit bien sûr de l'énergie, se forme de lumière et de chaleur. Alors l'étoile la plus importante pour nous ou bien pour l'homme est le Soleil avec une masse de l'ordre de 2 10 à la puissance 30 kg et la plupart des étoiles ont des systèmes de planètes, d'astéroïdes, de lunes qui orbitent, c'est-à-dire faire des orbitales ou bien faire des rotations autour d'elles en raison de leur énorme énergie gravitationnelle. C'est-à-dire que l'équilibre de notre système, par exemple solaire, bien sûr, est dû aux énergies gravitationnelles. Comme j'avais dit, à l'intérieur d'une étoile, il y a ce qu'on appelle la fusion nucléaire qui est la source de la luminosité et bien sûr de la chaleur d'une étoile. Comme il a montré dans la photo, bien sûr on a 2 isotopes d'hydrogène, le deutérium qui contient un proton et un neutron et le tritium qui contient 2 neutrons et un proton, bien sûr se fusionnent entre eux pour donner l'hélium qui possède 2 protons, 2 neutrons et bien sûr éjection d'un neutron et essentiellement la principale source c'est dégagement d'une énergie énorme. Cette énergie, bien sûr, on peut la recevoir sous forme de lumière et de chaleur, comme par exemple de notre étoile, le Soleil. Passons maintenant à une autre composition de notre système solaire, c'est les météorites. Nayazik. Une météorite, bien sûr, c'est un objet solide avec un diamètre qui ne dépasse pas environ 1000 km, d'origine extraterrestre,
qui traverse l'atmosphère terrestre sans perdre toute sa masse. C'est-à-dire, il a un état solide. C'est pour cela qu'il garde sa masse, bien sûr sans y être entièrement volatilisé. Bien sûr qu'il faut connaître que la majorité de ces météorites, on peut les trouver entre la planète Mars et Jupiter. Passons maintenant à une autre composition, c'est ce qu'on appelle les comètes, Une comète, en astronomie, c'est un petit corps céleste, ce qu'on parle céleste, c'est-à-dire relative aux astres, constitué d'un noyau de glace et de poussière en orbite autour d'une étoile. Comme vous voyez dans l'image, c'est la présentation d'une comète. Comme vous voyez, elle laisse une queue à l'arrière ou bien à son arrière. Une comète, bien sûr, se compose essentiellement de trois parties. La première partie, c'est le noyau, comme il est dans la photo à gauche, entouré par la chevelure, chara en arabe, et bien sûr suivi de la queue. Généralement, on peut dire que cette comète est constituée de la tête et de la queue, c'est-à-dire la tête qui se compose du noyau et la chevelure, et bien sûr la queue, c'est la poussière qui est en arrière de la comète. Passons maintenant à ce qu'on appelle mouvement apparent des planètes autour du Soleil. Autour du Soleil, les planètes décrivent des orbites plus ou moins circulaires à une vitesse quasiment constante, c'est-à-dire mouvement de rotation uniforme. La plupart des planètes ont aussi un mouvement de rotation uniforme sur elle-même, c'est-à-dire elle fait de rotation autour d'une étoile et aussi une rotation autour d'elle-même. Alors cette photo représente la rotation apparente, ou bien la rotation apparente des 8 planètes qu'on a vues, bien sûr, en parlant, comme vous remarquez dans cette photo, les 4 premières planètes, il s'agit bien sûr de Mercure, Vénus, Terre et Mars, ce sont des planètes rocheuses et sont pris de Soleil. Par contre, les autres 4 planètes géantes gazeuses est relativement loin. Et comme on a déjà vu, que les météorites, comme vous voyez dans la photo, se trouvent entre la planète Mars et Jupiter, et aussi la présence des comètes. Bien sûr, ça, c'est une représentation de la rotation apparente des planètes autour du Soleil. Le tableau représente les distances et la période de révolution en jour terrestre. Comme vous voyez dans le tableau, on prend par exemple la planète la plus proche du Soleil. Alors sa distance au Soleil, il est environ de 57,9 millions de kilomètres. Notre Terre, bien sûr, s'éloigne d'une distance environ de 150 millions de kilomètres. Lorsqu'on part de Neptune, la plus loin planète
comme vous voyez que sa distance du Soleil est environ de 4,5 milliards de kilomètres. Passons maintenant à la période de révolution, ou bien la période, ou bien l'an, c'est-à-dire l'année. Comme vous voyez, l'année pour le Mercure, il dure, bien sûr, c'est 88 jours, c'est-à-dire il complète une rotation autour du Soleil avec une durée de 88 jours, c'est-à-dire que l'année, autrement dit, sur Mercure est de 88 jours. Lorsqu'on part pour notre Terre, comme vous voyez, elle est de 365,25 jours. C'est-à-dire qu'on a déjà vu que les années ont deux types communs et bissexuels, c'est-à-dire il y a à chaque 4 années, on trouve une année bissexuelle qui ça dure 366 jours. Lorsqu'on part en Neptune, comme vous voyez, que bien sûr le temps ou bien la période pour compléter une rotation autour du Soleil alors durant 165 ans. Bien sûr que l'orbite il est d'une extension plus loin. Comme vous voyez comme titre comparatif, que vous voyez que bien sûr la période de révolution, autrement dit pour compléter une rotation ou de faire une rotation complète autour du Soleil varie selon la distance des planètes du Soleil. Alors, comme j'avais dit lors de notre première séance, bien sûr, nous avons vu une vidéo qui représente, bien sûr, le mouvement réel des planètes autour du Soleil, qui sont bien sûr, ne sont pas des mouvements circulaires, mais se forment d'ellipses, et aussi, comme bien sûr, le Soleil n'est pas fixé, comme on a vu lors de notre première séance, la vidéo de simulation, et bien sûr, nous donne une idée sur, bien sûr, le mouvement de planètes autour du Soleil. En passant maintenant à notre planète Terre, comme on a déjà vu que la Terre est la troisième planète par ordre d'éloignement du Soleil et dans sa distance au Soleil est environ de 150 millions de kilomètres. Elle est la plus grande planète tellurique, bien rocheuse, du système solaire, aussi par le diamètre de 12 800 km, avec une masse environ 6 à la puissance 24 kg, et que sa masse volumique est de l'ordre de 5,5 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Bien sûr, nous avons vu dans la science du cours la définition de la masse volumique et aussi de la densité. Elle est le seul objet céleste connu pour abriter la vie. Elle orbite autour du Soleil en 365,25 jours solaires, c'est-à-dire une année sidérale, et réalise une rotation sur elle-même relativement au Soleil en un jour sidéral, c'est-à-dire de plus précisément c'est 23 heures 56 minutes 4 secondes.
Et comme vous voyez bien sûr sur la photo, que l'axe de rotation de la Terre possède une inclinaison de 23,5 degrés, ce qui cause l'apparition des saisons, bien sûr en relation avec la rotation autour du Soleil. Alors comme vous voyez dans la photo que l'axe de rotation il est incliné de l'angle de 23 degrés ou bien de 23,5 degrés avec l'axe perpendiculaire à l'orbite. Comme vous voyez, ça c'est l'équateur céleste et ça c'est le plan de l'écliptique, c'est-à-dire que la Terre elle est inclinée. Passons maintenant à la composition et la structure de la planète Terre. Nous commençons par la composition chimique. Alors, notre Terre est principalement composée de fer, environ de 32%, et aussi 30% d'oxygène, 15% de silicium, environ 14% de magnésium, 3% de soufre et à peu près 2% de nickel et 1,5 de calcium et d'aluminium aussi 1,4 et le reste ce sont des traces d'autres éléments qui représentent 1,2. Comme vous voyez que la Terre se compose de plusieurs éléments chimiques. Bien sûr, il faut savoir que les éléments les plus denses ayant tendance à se concentrer au centre ou bien au noyau de la Terre selon ce qu'on appelle le phénomène de différenciation planétaire. Et selon ce phénomène, on trouve qu'il y a une estimation de la quantité de fer environ, ou bien qui représente 89% au corps de la Terre et environ 6% du nickel et 4,5% du soufre et 1% d'autres éléments. Ça veut dire que les éléments les plus denses, bien sûr qu'on a déjà cités, s'orientent vers le noyau et surtout en particulier le noyau externe de la Terre. Passons maintenant à la structure interne de la Terre. Ça veut dire que l'intérieur de la Terre, comme celui des autres planètes telluriques ou rocheuses, est stratifié, ça veut dire organisé en couches concentriques superposées ayant des densités croissantes avec la profondeur. C'est-à-dire lorsqu'on se déplace de la surface vers le cœur, alors il y a augmentation de la densité. La photo représente 6 couches. On part ou bien on constate au centre ce qu'on appelle le cœur interne ou bien le noyau interne, suivi du cœur externe au noyau externe, suivi des manteaux, qu'on peut citer le manteau inférieur et le manteau supérieur, et à la surface on trouve la croûte ou bien l'asténosphère. Le tableau suivant, bien sûr, représente la profondeur ou bien l'épaisseur de chaque couche.
en partant bien sûr de la surface qui représente la croûte avec une épaisseur de 35 km, suivi des montants supérieurs avec une épaisseur de 65. On trouve aussi au-dessus le montant inférieur avec une épaisseur 2220, suivi des noyaux externes avec environ de même épaisseur que le montant inférieur, et au centre on trouve le noyau interne avec une épaisseur de 1278. Alors comme vous voyez ici dans le tableau, il y a l'alternance ou bien incorporation ou bien chevauchement de la croûte et de montant, ce qu'on appelle le lithosphère et aussi la sténosphère. Comme vous voyez aussi dans le tableau, lorsqu'on se déplace de la croûte vers le noyau interne, il y a augmentation de la densité. Ce qu'on a vu bien sûr précédemment, qu'il y a déplacement des éléments sous l'effet de phénomènes de convection ou bien différenciation planétaire, s'oriente bien sûr, se dirige vers le noyau de la Terre. On trouve qu'il y a la densité élevée qui est l'ordre de entre 12,8 et 13,1. Et nous remarquons aussi, lorsqu'on se déplace de la surface vers le noyau de la Terre ou bien le cœur interne, il y a augmentation de la température. Alors ça représente la structure interne de la Terre. On passe maintenant à une autre composition de notre Terre. Il s'agit de la couche hydrosphère. Alors comme vous savez que l'abondance de l'eau qui représente 71 sur la surface de la Terre est une caractéristique unique qui distingue notre planète, que le nom planète bleue, des autres planètes du système solaire, grâce à l'abondance de cette matière qui est de l'eau. Alors l'hydrosphère terrestre est principalement composée par les océans. Il inclut également les mers, les lacs, les rivières, les eaux souterraines, etc. La photo ci-contre représente un histogramme rétro-cumulé d'élévation de la Terre, aussi appelé courbe hypsométrique terrestre. Comme vous voyez, la plus haute, elle représente le sommet le plus haut, c'est la montagne Everest, et bien sûr sa hauteur est environ de 9000 mètres. Comme vous voyez ici, si le niveau de la mer représente le point 0 ou bien niveau de la mer, et bien sûr c'est le point le plus bas, c'est le rivage de la mer Morte, se trouve en Jordanie. Et bien sûr, comme se déplace en bas, il y a bien sûr des océans qui peut être atteignent plus de moins 6000 mètres au niveau de la mer. Passe maintenant à une autre constitution de notre planète Terre. Il s'agit de la couche atmosphérique. Bien sûr, la Terre est entourée d'une enveloppe gazeuse qu'elle retient par attraction gravitationnelle. C'est la couche atmosphérique ou bien l'atmosphère. La pression de cette couche est environ
ou bien au niveau de la mer, il est environ de 10 à la puissance 5 pascal, ou bien de 101 325 pascal, qui représente une atmosphère qui égale aussi à 1 bar égale 760 mm de mercure. C'est une autre unité pour de la pression. Alors, l'atmosphère est constituée en volume de 79 d'azote et à peu près 21% d'oxygène. Alors, cette valeur d'azote représente le 4/5 et bien sûr, l'oxygène représente le 1/5, bien sûr, en volume, et la présence aussi d'autres gaz qui représentent en volume à peu près 1%, c'est-à-dire le reste des gaz. Et selon, bien sûr, les mesures effectuées en 2020, que le dioxyde de carbone représente à peu près 0,06% ou bien 630 ppm en masse, c'est-à-dire partie par million. Et ainsi aussi on trouve divers autres gaz comme le chlore ou bien la vapeur d'eau et d'autres gaz qui présentent bien sûr dans la couche atmosphérique.